l'artiste international s'est éteint à 64 ans à Los Angeles. Il était atteint d'un cancer de la gorge. Vive émotion à l'Assemblée nationale après l'agression à Royan d'un professeur d'histoire roué de coups par deux inconnus masqués parce qu'elle avait condamné la profanation de Carpentras. En Côte d'Ivoire, les militaires mécontents ont occupé une partie de la journée la télévision et l'aéroport. Le président Houphouët-Boigny leur a demandé de déposer les armes. Enfin, François Mitterrand en Polynésie pour une visite officielle de 3 jours. Le chef de l'État a appelé les élus à lutter contre les inégalités. Bonsoir, le petit homme était très grand. Le destin ne l'avait pourtant pas aidé. Il avait grandi dans un ghetto de Harlem, pauvre, noir et borgne. Mais il était sorti très vite du ghetto pour conquérir le monde. Sammy Davis Jr. nous quitte aujourd'hui. Il est mort d'un cancer de la gorge et on le regrettera. Morad Aitabouche. Peu de temps après le berceau, déjà sur une scène, un tout petit pas de danse, Sammy Davis Jr. conjuguait tous les talents. Chanteur, acteur, danseur, imitateur et musicien, il savait faire rire aussi. Frère d'armes des plus grands, Sinatra, Bob Hope, Dean Martin ou Jerry Lewis, il claquait sur tous les rythmes, toutes les musiques. Crooner, quelquefois, ce petit homme était le plus grand des perfectionnistes. Sammy vient de disparaître, hommage d'un ami. Sam, tu sais, je t'aime. Je ne peux rien dire de plus. Tu es mon frère. Fils d'une catholique et d'un baptiste, Sammy Davis était juif, noir et borgne. Son plus grand mérite, avoir réconcilié tout le monde grâce à sa musique universelle. Réaction d'un homme qui connaissait bien Mr. Wonderful, Charles Aznavour, salue l'artiste et l'ami. Témoignage recueilli à l'instant à Cannes par Jean-François Gringoire. Je dois dire que la France perd un ami, en plus du grand artiste qu'il était. Il adorait la France. Et c'est un homme qui a eu une dimension assez fantastique parce qu'il a assumé toutes ses croyances. D'une part, il a fait tout ce qu'il fallait pour que son peuple puisse vivre normalement aux États-Unis. Ensuite, à une époque où on parle de racisme et d'antisémitisme, il a assumé ses croyances, c'est-à-dire qu'il s'est converti au judaïsme. Et c'est une énorme perte, c'est une grande tristesse pour moi en tant que spectateur, d'une part, et encore plus grande en tant qu'ami. Ce ne sont sans doute pas les mêmes hommes, mais ils le font pour les mêmes raisons. Après avoir profané des cimetières, ils s'attaquent maintenant aux individus. Une enseignante a été agressée par deux hommes masqués à Royan. Cette femme, professeure d'histoire, a été littéralement rouée de coups par deux inconnus masqués qui l'ont frappée à l'intérieur même de son domicile. Motif, elle avait condamné samedi la profanation de Carpentras lors d'un cours d'instruction civique donné à ses élèves. Après avoir perdu connaissance, elle a été transportée à l'hôpital où elle est toujours sous surveillance. Reportage FR3 Poitiers. Je pense que c'est lié au cours d'éducation civique que j'ai fait aux enfants samedi matin, qui est parti d'un fait très grave, celui de Carpentras, et que j'ai donc lié au cours d'instruction civique en développant la déclaration des droits de l'homme de 48 et la loi contre le racisme de 72. Pendant le week-end, Christiane Guillard a reçu chez elle plusieurs appels anonymes. Des inconnus l'ont menacée de mort et lundi matin, deux hommes l'ont agressée à son domicile. Au bout du couloir, j'ai vu deux hommes qui étaient près de la salle à manger. Un habillé en beige, l'autre habillé en bleu. Et ils portaient un bas sur la figure. Et avant de me rouer de coups, ils m'ont traité de sale juive, de sale arabe. Et ils m'ont dit que j'avais été prévenue. Nous allons retrouver en direct de Poitiers M. Henri Le Goërel, recteur de l'Académie de Poitiers. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez vu, j'imagine, aujourd'hui Mme Christine Guillard. Comment se porte-t-elle ce soir? Monsieur Amar, je rentre à l'instant de Royan où j'ai été porté à Mme Guillard toute l'expression de la solidarité et de la sympathie de toute la communauté éducative, toutes catégories confondues, élèves, enseignants, parents d'élèves. J'ai vu Mme Guillard, elle se porte physiquement aussi bien que possible, elle est très marquée moralement et c'est sur ce plan-là qu'il faudra que nous fassions tout pour l'aider. Bien, je vous propose, Monsieur Le Goërel, d'écouter le ministre de l'Éducation, Monsieur Jospin,
qui a tenu à parler de cette agression cet après-midi à l'Assemblée nationale. Que j'ai été informé de cette agression. J'ai fait connaître directement à Madame Guillard, par un message personnel, ma sympathie et ma solidarité. L'inspecteur d'académie lui a immédiatement rendu visite. Je précise d'ailleurs que le recteur de l'académie ira vendredi dans la classe de Madame Guillard pour symboliquement la remplacer et parler à ses élèves des valeurs de la République et de la démocratie que notre école a mission de diffuser. Monsieur Le Goërel, qu'allez-vous dire aux élèves? Je leur dirai d'abord une chose importante. Je leur dirai comment la communauté israélite est entrée, voici 2 siècles, dans la communauté française. Je crois qu'il est très important qu'ils sachent qu'au-delà du bicentenaire que nous avons célébré, se situe toute la formation de la nation française qui est complexe dans sa diversité, dans ses origines. Et c'est précisément pour ça qu'il faut que nos jeunes sachent comment apprécier l'autre, le regarder, l'estimer et puis l'aimer. Il y a quelque chose qui nous intrigue. Royan est comme Carpentras, une ville tranquille, où il n'y a pas de problème raciste. Comment cette agression a-t-elle pu se produire? Vous me posez une question, M. Amar, à laquelle je n'ai pas de réponse. C'est vrai que Royan est une ville tranquille. L'Académie de Poitiers est une des académies de France où nous avons le moins de population immigrée, de quelle que soit la génération d'immigration. Et je n'ai pas de réponse, si ce n'est qu'il y a, je pense à Royan comme partout, certains extrémistes. Est-ce qu'il pourrait s'agir de parents d'élèves? Écoutez, là, l'enquête est en cours, là je ne peux pas vous donner d'éléments. Aucun élément? Non. Mais vous avez, semble-t-il, des informations? Je crois qu'il faut laisser aux autorités de police et de justice le soin de mener l'enquête. Une plainte a été déposée. Et ce que je souhaite, c'est qu'elle aboutisse rapidement, car moi je n'ai pas de mots assez forts pour condamner un acte aussi odieux. La violence n'est jamais admissible pour faire triompher une idée, mais quand des enseignants, pour qui la liberté de parole dans l'exercice de leur mission éducative est quelque chose d'essentiel, quand des enseignants sont attaqués, comme cela a été le cas pour Mme Guillard, je dis où va-t-on? Et vous risquez, vous aussi, d'être menacé, puisque vous allez donner un cours. Vous savez, la mission de recteur est une mission difficile. Je le sais et je n'ai pas peur. Merci, monsieur le recteur. Élise? Un Carpentras, près d'une semaine après la profanation du cimetière juif, l'enquête se resserre sur la ville même. Michel Rocard a annoncé cet après-midi l'envoi de 60 enquêteurs supplémentaires sur place. Tout de suite, le point sur l'enquête, Marie-Odile Pagnès. Et si les profanateurs venaient tout de même de Carpentras? Après avoir enquêté sans succès à Marseille, Aix et Salon de Provence, les policiers reprennent leurs recherches à Carpentras et plusieurs habitants de la ville auraient été entendus aujourd'hui. Selon les mots du procureur Chapon, pourquoi aller chercher si loin ce que l'on peut trouver devant sa porte? D'autant que l'interprétation de certains faits pourrait étayer cette thèse. Ainsi, une plaque funéraire portant l'inscription « Souvenir des voisins » aurait été placée près du corps de Félix Germont lors de la profanation. Dans le cimetière, difficile de trouver de nouveaux indices tant le sol a été piétiné et certains policiers n'hésitent pas à faire état de négligence au départ de l'enquête. Cet après-midi, Michel Rocard a annoncé l'envoi à Carpentras de 60 enquêteurs spécialisés supplémentaires. Une manifestation a eu lieu cet après-midi à Clermont-Ferrand. 4000 personnes ont protesté contre cette profanation. Parmi ces personnes, Valéry Giscard d'Estaing. Mais il n'y a pas que les cimetières. Une église a été profanée dans le Var, à Draguignan. La statue du Christ a été lapidée et un bénitier a été endommagé. La police, elle aussi, doit parfois faire face à des débordements. C'est le cas dans le sud-est de la France où l'inspecteur Lecanu, connu pour ses opinions d'extrême droite, a été inculpé dans le cadre des attentats contre les foyers Sonacotra. Aujourd'hui, le conseil de discipline de la police a proposé sa révocation. L'inspecteur Lecanu est pourtant libre depuis plusieurs semaines. Béatrice Nivois. Relâché il y a 1 mois et demi par la cour d'Aix-en-Provence, Serge Lecanu n'en a pas fini de se démêler avec la police. Inculpé dans le cadre des attentats contre les foyers Sonacotra de la Côte d'Azur, le conseil de discipline de la police propose aujourd'hui sa révocation. Une proposition qui intervient quelques jours après la révocation par Pierre Jox de 4 policiers d'extrême droite impliqués dans les mêmes attentats. Une proposition qui intervient quelques heures après la fin du congrès de la Fédération autonome des syndicats de police, la FASP, qui s'est inscrit sous le signe de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, y compris dans la police. L'inspecteur Serge Lecanu était membre actif du Parti nationaliste français européen et de la FPIP, Fédération professionnelle et indépendante de la police, un syndicat d'extrême droite, un syndicat qui a recueilli presque 7% des voix lors des dernières élections dans la police.
Les plaintes contre Maurice Papon ont bien été déposées par les familles des victimes de la déportation. Maurice Papon était, je vous le rappelle, le secrétaire général de la préfecture de Gironde pendant la guerre. Albert Ipamonti. Après Carpentras, la motivation des parties civiles est encore plus grande. Pour elles, il faut que le dossier Papon soit définitivement clos avant la fin de l'année. Preuve de leur détermination, en début d'après-midi, leurs avocats se rendent chez le juge munis de 23 nouvelles plaintes en crime contre l'humanité. Fait nouveau, elles concernent cette fois des déportations survenues en 1943-44, 2 années durant lesquelles Maurice Papon affirme avoir joué double jeu. Un pied dans l'administration de Vichy, l'autre dans la résistance. Un numéro d'équilibriste auquel ne croient guère les familles des victimes qui l'accusent. D'avoir fait déporter 17 de ma famille, 17 membres de ma famille, d'avoir signé des papiers, de ne pas essayer d'avertir les gens. Avec la position qu'il avait, il pouvait très bien le faire. Durant la guerre, 1690 personnes ont été raflées dans la région bordelaise et dirigées ensuite vers les camps de la mort. Parmi elles, 223 enfants, le plus jeune âgé seulement de 3 mois. Veut-on supprimer les juges d'instruction? La question est brutale, mais la rumeur court sur une réforme radicale de leur statut et les juges sont inquiets. Ça n'est pour le moment qu'une rumeur, ou plutôt les éléments d'un rapport qui pourrait être la base d'une réforme du code de procédure pénale. Des indiscrétions qui provoquent une véritable tempête au sein de la magistrature. Explication, Jean-Marc Pitt. En août 88, le ministre de la Justice, Pierre Arpaillanche, constituait une commission chargée de réfléchir à une réforme du code de procédure pénale. Cette commission d'Elma Marty n'a pas encore publié son rapport, mais déjà des informations filtrent. Parmi ces propositions, on trouverait la possibilité pour les avocats de la défense d'assister aux gardes à vue, celle pour le garde des Sceaux de classer une affaire, enfin la suppression des juges d'instruction qui suscite l'indignation de certains syndicats de magistrats. On veut la peau du juge d'instruction et depuis longtemps parce que précisément il est efficace. Pour les raisons qui nous font nous souhaiter le maintien du juge d'instruction, il y a des gens qui ne supportent pas cette espèce de gêneur que peut représenter le juge d'instruction. Gêneur, bien entendu, dans les affaires sensibles pour les responsables politiques, et Dieu sait qu'aujourd'hui, la classe politique peut avoir des raisons de craindre certaines investigations de ces petits juges trop curieux. Gêneur aussi pour certains grands avocats, richissimes, influentissimes, illustrissimes, qui ne supportent pas que devant ce qu'ils appellent eux-mêmes des petits juges, ils ne pèsent pas plus lourd que la valeur des causes qu'ils défendent. On passerait ainsi de notre procédure inquisitoire à la procédure accusatoire anglo-saxonne. L'avocat de la défense et la police y sont conjointement responsables de l'instruction. Elle est plus rapide, reste à savoir si elle offre les mêmes garanties. Le rapport de la commission ne sera officiellement rendu qu'à la mi-juin. En attendant, sa présidente, Mireille Delma Marty, se refuse à expliquer des éléments qu'elle juge disparates, inexacts et incomplets. Des peines de prison dont la plupart avec sursis, c'est ce qu'a requis aujourd'hui le procureur général à l'encontre de 7 des prévenus dans l'affaire des caisses noires de l'AS Saint-Etienne. Un réquisitoire long, très long, les joueurs s'en tirent à bon compte. Les dirigeants en revanche sont très nettement visés. Compte rendu d'audience de nos envoyés spéciaux à Lyon, Caroline Sins et Philippe Poncet. Seuls les fans des Verts faisaient aujourd'hui le pied de grue sur les marches du Palais. Toujours fidèles au rendez-vous, les 6 dirigeants de la SSE, alors que les joueurs n'étaient venus qu'à 6. Le procureur Abatel commence son réquisitoire en comparant cette affaire à un drame lyrique de Wagner. Et dans ce drame, les acteurs principaux sont bien les ex-dirigeants de la SSE, Roger Rocher en tête. Rocher a menti, répète plusieurs fois le procureur. Rocher est le chef d'orchestre de la Caisse Noire, ajoute-t-il. Malgré les circonstances atténuantes qu'il lui accorde, la peine qu'il requiert est la plus lourde. 3 ans de prison, dont 1 an ferme et 100 000 francs d'amende. Louis Arnaud, vice-président de la SSE, est décrit comme le premier violon de ce drame. 2 à 3 ans de prison avec sursis et 200 000 francs d'amende. À l'issue de cette longue audience, Roger Rocher est donc celui qui a été retenu comme coupable numéro 1 dans l'affaire de la Caisse Noire. Quant aux joueurs et à l'entraîneur, le procureur laisse le soin au tribunal de trancher. Tahiti a beau être un paradis, mais apparemment pas pour tout le monde. Et François Mitterrand a tenu à le souligner dès son arrivée en Polynésie française. Reportage de nos envoyés spéciaux Françoise Roy et Georges Minangua.
Dès son arrivée à Papeete, François Mitterrand a reçu un accueil traditionnel à la tahitienne, vainés, chants et colliers de fleurs. Accueil mitigé cependant, puisqu'à l'extérieur de l'aéroport, une centaine de militants du Front de libération de la Polynésie, conduits par le maire de la commune de Faa, Oscar Temaru, où se trouve situé l'aéroport, sont venus manifester leur hostilité au chef de l'État. Ils souhaitent l'indépendance de la Polynésie et l'arrêt des essais nucléaires à Mururoa. Pour l'indépendance, c'est pour montrer aux Français qu'on est maoris, on n'est pas français. On est là pour le Nord, notre gueule, c'est tahitien maori. À sa sortie de l'aéroport, le président de la République s'est rendu au monument aux morts, puis à l'Assemblée territoriale où, conscient des difficultés économiques et sociales de la Polynésie, le président de la République a promis d'aider le territoire sous certaines conditions. L'État est, je vous le dis, disposé à seconder vos efforts à une triple condition: la mobilisation des capitaux, la formation de la main-d'œuvre, l'amélioration de la desserte aérienne. Il faudra bien introduire une fiscalité sur les revenus. Votre territoire ne pourra continuer de faire exception au sein de la République. De même, l'égalité des chances exige celle des conditions de vie. Au cours de son voyage de 3 jours en Pacifique Sud, François Mitterrand devrait inaugurer les cérémonies marquant le centenaire de la création de la commune de Papeete, avant de présider jeudi la réunion du Conseil supérieur du Pacifique Sud qui coordonne la politique de la France en Polynésie. En Côte d'Ivoire, nervosité au sein de l'armée cet après-midi. Depuis plusieurs jours déjà, les militaires mécontents de leurs soldes avaient manifesté à Abidjan. Mais aujourd'hui, la colère est montée d'un cran. Ils ont occupé pendant une partie de la journée la télévision et l'aéroport. Le président Houphouët-Boigny les a sommés de regagner leur caserne. Correspondance de l'AFP à Abidjan, Bernard Nicolas. Une dizaine de soldats ont envahi ce matin les rues d'Abidjan, mais ce n'était pas un coup d'État. Simplement une sorte de grève des appelés du contingent, ceux qui sont libérables prochainement. Ils ont des revendications de salariés. Ils exigent d'être maintenus sous les drapeaux jusqu'à l'âge de 55 ans. On va vers l'armée des papis. Ils veulent aussi une solde mensuelle d'au moins 80 000 CFA, 1600 francs français, pour les premières classes, et enfin un plan de carrière. Les mutins ont vite pris la télévision et aussi l'aéroport, à la barbe des paras-français censés garder cet édifice stratégique. Les gendarmes ont pris 2 blindés et ont repris la télévision, à temps pour le journal télévisé de la mi-journée. Le gouvernement a donc pu appeler les mutins à déposer les armes et regagner les casernes. Mais il ne dit rien de leurs revendications. Reste à savoir si les insurgés vont conserver le potentiel de sympathie dont ils disposaient ce matin dans la population. Depuis, ils ont multiplié les réquisitions de taxis pour se déplacer, fait le plein sans payer et surtout ils ont pillé des marchés populaires. Un télégramme à l'instant, un attentat s'est produit à Londres. Une explosion s'est produite à Wembley, dans le nord-ouest de la capitale anglaise. Elle a fait 1 mort et un blessé grave. Elle a été provoquée par une bombe placée dans un véhicule militaire. En France, nouveau record mondial de vitesse pour le TGV, 510,8 km/h. Et les premières images de ce splendide record. Voici tout de suite les autres faits marquants de l'actualité. Éric Thibault. Ça va très vite. Ces images ont été filmées le 9 mai dernier. La rame du TGV Atlantique a atteint ce jour-là 510,6 km/h entre Courtalin et Tours. Mais la SNCF vient encore de faire mieux cet après-midi. 510,8 km/h. Mais jusqu'où iront les cheminots ? C'est pour s'être intéressé de trop près à la fatigue de ses élèves qu'un enseignant d'Angers vient d'être licencié. Bernard Garret, en menant l'enquête, a constaté que la moitié des apprentis travaillaient plus de 46 heures par semaine et 6 jours sur 7 pour 37% d'entre eux. Bref, la Chambre des métiers du Maine-et-Loire, qui dirige le centre d'apprentissage, n'a pas du tout apprécié. Mais c'est avec le soutien de ses élèves que Bernard Garret demande aujourd'hui sa réintégration. 59 salariés de la dernière manufacture horlogère française vont être licenciés. La société Catin, fondée en 1929, a déposé son bilan le 8 mai dernier. Les juges lui ont donné 6 mois pour trouver une solution. La municipalité de Morteau a décidé d'organiser demain une opération ville morte. C'est à l'unanimité que les marins de la Société nationale Corse Méditerranée ont voté aujourd'hui la reprise du travail. Le Daniel Casanova reprendra la mer dès ce soir entre Ajaccio et Marseille.
Ce bébé a tout juste quelques heures. Il pèse 2 kg 270. Ce sont des enfants qui l'ont trouvé à 15 heures dans un bois près d'Amiens. Ce petit garçon a dû naître dans la matinée. Selon les médecins, il est en bonne santé. Van Gogh, reconnu 100 ans plus tard, mais bien reconnu. 450 millions, 457 millions, c'est le prix de l'un de ses tableaux vendus hier à New York. Le portrait du docteur Gachet devient ainsi la toile la plus chère du monde. Claude Lehmann. Vincent Van Gogh a peint le docteur Gachet il y a un siècle, quasiment jour pour jour. C'était à Auvers-sur-Oise dans les derniers mois de sa courte vie. Gachet, lui-même peintre à ses heures, était médecin homéopathe et s'entendait très bien avec Van Gogh. Vincent en a tiré 2 toiles, dont l'une est au musée d'Orsay, avec de faibles différences par rapport à celle que vient de négocier la galerie japonaise. À l'époque, Van Gogh espérait gagner de l'argent avec ces 2 toiles auprès précisément de la clientèle du docteur. Il lui aura fallu attendre un siècle pour devenir le peintre le plus coté de la planète. Celui que Antonin Artaud appelait le suicidé de la société serait aujourd'hui l'un de ses hommes les plus riches. Et pour conclure ce 19-20, nous allons nous rendre à Cannes avec la présentation d'un film coproduit par FR3, La putain du roi, d'Axel Corti. Un film en compétition avec 2 acteurs phares, l'américain Timothy Dalton et la belle italienne Valeria Golino, que Dominique Poncet et Christophe Hérault ont rencontré. La putain du roi, la voici. Elle s'appelle Valeria Golino. Et au box-office, elle monte, cette jeune napolitaine qu'on commence à s'arracher en Italie et qu'Hollywood réclame. Malgré son jeune âge, c'est déjà son 3e festival de Cannes, mais pour elle, ça n'est pas une sinécure. You're thinking about him. Does it matter what I think? Why? Why do you want me to hate you? Why do you think? A Varua. In the ranks. A common soldier. A count. Je sais, c'est un beau film. Mais il y a des autres beaux films aussi. Et pourquoi vous dites ça? Pour moi, je pense pas. Parce que c'est un beau rôle que vous avez là. C'est un rôle fort, violent. Oui. Bien écrit. Oui, mais je suis sûre qu'il y a des autres femmes, actrices, qui sont mieux que moi dans ces festivals. Alors, pas de bronzage, pas de déjeuner en ville, pas de dîner, pas de soirée folle. Pas de croisettes, je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Croisettes, le café, la mer. Une vie d'ascète, quoi, en quelque sorte. D'ascète? Ascète, tu comprends? Non, mais ça va. Merci. Merci. Fabrice vous fera rire à 20h et Chico Buarque vous fera danser à 20h35. Marc Ottement vous informera à 22h15 et tout de suite, Florence Klein va vous donner la météo complète de la journée. Bonsoir, à demain, 19h. À demain, bonsoir.